Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo de présentation des notes de cours sur valeurs et vecteurs propres. Cette vidéo numéro 3 va être consacrée à la section numéro 3 du chapitre. La section 2 était consacrée aux éléments propres d'un endomorphisme. La section 3, qu'on peut voir un peu en miroir, va être consacrée aux éléments propres d'une matrice. Donc on va retrouver les mêmes idées, mais pour une matrice carrée, ce sera un peu plus concret. Alors, cette section 3, en gros, elle est plus facile que la section 2, et si vous la regardez de loin, vous vous dites vraiment, ça devrait être sans problème, cette section 3. Ça ne devrait pas poser de difficulté, puisque si vous avez une matrice carrée, vous pouvez regarder l'endomorphisme de K puissance n canoniquement associé à cette matrice carrée. Et donc tous les éléments qu'on a définis et étudiés dans la section 2, vecteurs, valeurs, sous-espaces propres, on les aura pour cet endomorphisme. Y compris la notion de diagonalisabilité et les conditions, les critères de diagonalisabilité, on les aura aussi pour les matrices carrées. À tel point qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau dans cette section 3? Est-ce que ça valait vraiment la peine de faire une section 3 juste pour ça, pour décliner au niveau des matrices ce qu'on a vu au niveau des endomorphismes? Et bien en fait, la réponse, on va la voir en parcourant la section. Oui, il y aura vraiment quelque chose de nouveau et presque d'un petit peu, une difficulté supplémentaire à traiter dans le cas des matrices, qui est que le cas le plus important, c'est quand les matrices sont offrées à coefficients réels. Et regardez la chose qui va pouvoir arriver, mais on sait ça depuis les équations différentielles, c'est que pour une matrice à coefficients réels, vous pouvez avoir des éléments propres complexes. C'est ce qu'on verra ici. Mais ce n'est pas la peine d'en dire plus pour l'instant. On va découvrir ça très vite à travers les slides de la section. On va tout de suite au premier slide. Et donc, dans ce premier slide, c'est juste essentiellement des notations. On considère une matrice A, carré, n croix n, à coefficients, dans R ou dans C, et à cette matrice, donc dans K égale R ou C, et à cette matrice correspond un endomorphisme de K puissance n, dont l'expression analytique, vous la connaissez depuis le chapitre application linéaire. Et en fait, ça ne va pas être aussi simple que ça. On voit ça dans le slide suivant. Pour une raison qui va très vite apparaître, on va devoir distinguer deux cas. Alors vous voyez, on a ce paragraphe 3.1.1, c'est le cas où A est à coefficient complexe, donc non tous réels. Et puis le paragraphe suivant, je vais au slide suivant, c'est 3.1.2, le cas où A est à coefficient réel. Pourquoi est-ce qu'il faut distinguer ces deux cas? La réponse, elle est sur ces deux figures. La figure de gauche, ça illustre le cas où la matrice A est à coefficient non tous réels. Donc c'est le paragraphe 3.1.1, celui sur lequel on est. Et la figure de droite, c'est le cas où la matrice A est à coefficient réel. Donc ça concerne plutôt le paragraphe 3.1.2, slide suivant. De manière un peu inattendue, le cas qui ne pose pas de difficulté, c'est le cas où A est à coefficient complexe, non tous réels. Pourquoi? On sait que dans ce cas-là, A définit un endomorphisme de C puissance n. Vous remplacez K par C. A est à coefficient dans C. A définit un endomorphisme de C puissance n. Pas de problème. Et au passage, mais on le mentionne au passage parce que justement ce sera différent dans le paragraphe 3.1.2. Si A est à coefficient complexe non tous réels, A ne définit pas un endomorphisme de R puissance n. Pourquoi? C'est illustré sur la figure ici. Sur la figure, vous avez Rn qui est ici. Alors au passage, j'ai rajouté Rn qui manquait sur la figure. Alors pourquoi est-ce que dans ce cas-là, A définit un endomorphisme de Cn et pas de Rn? C'est indiqué sur la figure. C'est parce que le sous-espace Rn, donc on peut voir comme un sous-ensemble de C puissance n. Vous voyez sur la figure, vous avez C puissance n qui comprend Rn et I fois Rn, qu'on a dessiné un peu ici comme on a pu, puisqu'on n'a que 3 dimensions pour dessiner en perspective.
alors que dès que n est supérieur ou égal à 2, ben R2 c'est un plan, IR2 ce serait aussi un plan, C2 c'est de dimension 40. On ne va pas vraiment le représenter très bien, mais enfin on a essayé d'en donner une idée ici. C puissance n avec Rn et IRn dans C puissance n. Mais ce qui est indiqué surtout sur la figure, c'est que le sous-ensemble Rn dans C puissance n, il n'est pas invariant par la matrice A. C'est-à-dire il y a des vecteurs réels qu'on a dessinés ici. V c'est un vecteur qui appartient à Rn. Et vous voyez, son image par A, on a essayé de le dessiner ici, elle n'est plus dans Rn. Ce qui n'est pas grave pour être un endomorphisme de Cn. Elle est toujours dans Cn. Donc il n'y a pas de problème. A définit un endomorphisme de Cn. En revanche, A envoie certains vecteurs de Rn en dehors de Rn. Pourquoi? C'est justifié ici. Si la matrice est à coefficients non tous réels, c'est que vous avez au moins un coefficient qui n'est pas réel. Et si vous prenez la colonne qui contient ce coefficient qui n'est pas réel, cette colonne, c'est l'image par A du vecteur epsilon j correspondant, qui a l'indice j de la colonne de la base canonique. Ce vecteur epsilon j, il est dans Rn. Et la colonne, comme elle contient un coefficient non réel, elle n'est plus dans Rn. Donc ce epsilon j, c'est ce V ici, qui est dans Rn et qui sort. D'accord? Donc, en fait, on ne s'est jamais posé cette question-là. Oui, parce que la matrice est à coefficient complexe, elle définit un endomorphisme de Cn. En fait, c'est un cas où il n'y avait pas grand-chose à dire. C'est dans le cas où la matrice est à coefficient réel qu'il va falloir dire des choses. Alors, c'est ça qu'on va regarder, c'est ce cas qu'on va regarder maintenant. Et si A est à coefficient réel, on est dans le slide suivant, dans le paragraphe 3.1.2, et vous voyez, j'ai reproduit ici les deux expressions, enfin la même expression analytique qui correspond à la transformation linéaire associée à la matrice A. Sauf que côté gauche, on l'a regardé comme une transformation de Rn dans Rn, et côté droit, on l'a regardé comme une transformation de Cn dans Cn. Et oui, si A est à coefficient réel, elle définit un endomorphisme de Rn, c'est celui qui est côté gauche, pas de problème. Mais si A est à coefficient réel, ces coefficients c'est des réels, mais les réels c'est des cas particuliers de nombres complexes. Donc on peut aussi voir A comme une matrice à coefficient réel, donc complexe, et donc on peut aussi associer à A un endomorphisme de Cn. Vous voyez? Donc c'est quelque chose, c'est la première fois on n'avait jamais fait cette remarque jusqu'ici parce qu'on n'en avait pas eu besoin. Maintenant on l'a fait parce qu'on va en avoir besoin. Une matrice A à coefficient réel, ça définit à la fois un endomorphisme de Rn et un endomorphisme de Cn. Donc c'est voilà, des difficultés qu'on a soigneusement laissées de côté pour l'instant, mais qu'on va devoir affronter. Je reviens au slide précédent. Et sur ce slide-là, vous voyez, ça c'est illustré côté droit, vous voyez ce qui se passe, par opposition à ce qu'on avait côté gauche. Côté gauche, le sous-ensemble Rn n'était pas invariant par la matrice A. Maintenant, comme la matrice ici, A est à coefficient réel, elle agit sur Rn en le laissant invariant. Donc vous avez associé à cette matrice A, vous avez en fait deux transformations. Une transformation ici dessinée en bleu, qui est une transformation de Rn dans Rn, qui prend des vecteurs dans Rn, qui les renvoie dans Rn. Ça fait un endomorphisme de Rn. Et puis une transformation associée à la même matrice, mais qui n'est pas sur le même espace, qui est un endomorphisme de Cn, qui prend un vecteur dans Cn et qui l'envoie dans Cn. Voilà. Ces deux endomorphismes, le bleu et le violet, ils ont la même expression analytique, ils sont ici. Celui-là, c'est le bleu par rapport au dessin précédent, et celui-là, c'est le violet. Bien sûr, ils ont la même expression analytique. Et vous voyez, c'est les mêmes coefficients de la matrice, c'est la même matrice. La seule chose qui change, c'est ce qui est écrit, c'est la nature, réelle ou complexe, des coordonnées des vecteurs considérés comme argument de la transformation. Ici, c'est des réels, ici, c'est des complexes. Pourquoi est-ce qu'on va devoir affronter cette difficulté? Eh bien parce que une matrice à coefficient réel, on aimerait bien rester sur R. D'une certaine manière, ce qu'on voudra, c'est décrire la dynamique, notamment dans le chapitre suivant, sur Rn. Mais malheureusement, et on l'avait vu dès le chapitre sur les équations différentielles, au niveau quand on regarde les valeurs propres, même pour une matrice à coefficient réel, elles peuvent être complexes. Quand les valeurs propres seront complexes, les vecteurs propres seront complexes. Comme les vecteurs propres seront complexes, on sera obligé, quand on diagonalisera la matrice, elle deviendra complexe. Donc pour comprendre la dynamique réelle, on sera obligé d'étendre en complexe, on sera obligé de passer par
la dynamique complexe pour revenir finalement à la dynamique réelle. Bon, on n'en est pas là. Pour l'instant, ce qu'on observe simplement, c'est que pour une matrice à coefficient réel, il y a deux endomorphismes associés et non pas un, même si ces deux endomorphismes ont la même expression analytique. Et de ces deux endomorphismes, celui sur Rn, vous pouvez le voir comme la restriction à Rn de celui sur Cn, bien sûr. Je veux dire, sur le dessin précédent, celui sur Cn, il agit sur les vecteurs de Rn comme celui sur Rn. Celui sur Rn peut être vu comme la restriction à Rn. Mais c'est une restriction au départ et aussi à l'arrivée, puisque les vecteurs de Rn sont envoyés dans Rn. Et donc, de manière duale, l'endomorphisme de Cn, lui, il peut être vu comme une extension à Cn de l'endomorphisme de Rn. On sera obligé d'effectuer cette extension quand il y aura des valeurs propres et des vecteurs propres complexes. Et enfin, l'endomorphisme de Rn, il est R linéaire, l'endomorphisme de Cn, lui, il est C linéaire. J'insiste pas plus là-dessus, vous pouvez méditer là-dessus, mais je préfère pas rentrer trop dans les détails parce que ça en emmènerait trop loin. Il vaut mieux avancer, vous le verrez de façon concrète, notamment sur les matrices de 2, ça deviendra beaucoup plus concret. Et donc la remarque qui suit dit ce que j'ai dit oralement et dit que cette observation va jouer un rôle très important dans la suite et dans les applications, mais on en a déjà eu un aperçu dans le cours sur les équations différentielles. Bien sûr, les valeurs et les modes propres complexes avaient un rôle très important, on va le retrouver. Donc nous avons traité les endomorphismes associés à une matrice carrée, que A soit un coefficient complexe non tous réels ou que A soit un coefficient réel. Et on va aux éléments propres d'une matrice carrée. Donc on a une définition en quelque sorte un petit peu formelle, toute simple, qui cache la subtilité qui est expliquée au-dessous, mais qu'on a déjà vu dans les slides précédents. La définition formelle, c'est que si on a une matrice carrée de Mn de K, les éléments propres, alors ce qu'on entend par éléments propres, c'est vecteur, valeur, sous-espace propre, donc les trois objets, quoi. Donc on utilise le terme élément pour désigner les trois. Les éléments propres de A, c'est les éléments propres de l'endomorphisme. Souvent on le note FA, mais quelquefois on note aussi A, cet endomorphisme, de K puissance n, canoniquement associé à A. On a une matrice, à cette matrice correspond une transformation linéaire de K puissance n. Les éléments propres de la matrice, c'est les éléments propres de la transformation. Comme ça, en abstrait, pas de problème. Et en fait, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça à cause de cette nuance dans le cas où A est un coefficient réel. Si A est un coefficient complexe, cette définition ne pose aucune difficulté. Si A est un coefficient réel, cette définition elle est un petit peu ambiguë, puisque, comme on l'a vu juste avant, on a beaucoup insisté, on peut associer à la matrice A non pas un, mais deux endomorphismes, un de Rn et un de Cn. Et par conséquent, on a deux variantes pour les notions de valeur propre, de vecteur propre et de sous-espace propre. On a les objets, les éléments propres associés à l'endomorphisme de Rn et les objets, éléments propres, associés à l'endomorphisme de Cn. On a deux variantes. Les objets associés à l'endomorphisme de Rn, on va appeler ça les valeurs vecteurs sous espace propre réels. Les objets associés à l'endomorphisme de Cn, on va appeler ça les valeurs vecteurs sous espace propre complexes. Et si tout ça vous semble pour l'instant un peu abstrait, un peu formel, si ça vous semble manquer d'exemples, vous avez raison, ça va s'éclaircir, ça va prendre un aspect plus concret sur les exemples qui vont arriver très vite. Alors dans le slide suivant, ça vous apporte encore un élément de précision sur cette situation dont on vient de parler, c'est-à-dire sur les éléments propres complexes, des matrices à coefficients réels. Donc on se donne une matrice A, n croix n à coefficient réel,
Et la proposition qui suit, elle vous dit quelque chose qui devrait vous paraître relativement familier. Elle dit que les éléments propres, donc on va parler de valeurs propres, on va parler de sous-espaces propres, les éléments propres, ils vont par paire complexe conjugué. Donc exactement comme les racines non réelles, les racines complexes des polynômes à coefficient réel vont par paire complexe conjugué, ben c'est la même chose pour les valeurs propres. Si lambda est une valeur propre complexe, alors attention, non réelle de A, alors le complexe conjugué de lambda est également valeur propre. Et si ça vous rappelle les racines complexes conjuguées d'un polynôme à coefficient réel, c'est pas par hasard, c'est une très bonne analogie, puisque précisément on retrouvera plus tard dans le cours ces valeurs propres comme des racines du polynôme caractéristique de A qui sera à coefficient réel dans ce cas-là. Donc on aura une nouvelle démonstration du fait que les valeurs propres complexes non réelles vont par paire complexe conjugué, toujours pareil pour une matrice à coefficient réel. Et puis c'est la même chose pour les sous-espaces propres. Ils sont, alors j'ai écrit image l'un de l'autre par la conjugaison dans ces puissances n. En particulier, ils ont même dimension. Et par conséquent, ces deux espaces propres, qui sont associés à des valeurs propres distinctes, lambda et lambda bar sont distincts puisque lambda est supposé non réel, et bien les multiplicités géométriques de ces deux valeurs propres distinctes sont égales. La conjugaison dans Cn, c'est comme la conjugaison dans C. La conjugaison dans C, c'est vous remplacer le nombre complexe par son complexe conjugué. Dans C puissance n, vous avez n coordonnées complexes, vous les remplacez chacune par leur complexe conjugué. On va aller tout de suite au slide 34, où il y a une figure qui illustre cette proposition. Alors la figure du slide 34, c'est celle-ci, et elle illustre un calcul qui démarre au slide d'avant. Donc on va présenter le calcul en entier. Je reviens au slide 33 précédent. Donc dans cet exemple, on considère une matrice 2,2 à coefficient réel qui est cette matrice A. Vous la reconnaissez, cette matrice A? C'est la matrice de la rotation d'angle pi sur 2 dans R2. Bon, la rotation d'angle pi sur 2, il n'y a pas de vecteur propre réel, bien sûr, puisque chaque vecteur, son image est tournée de pi sur 2, donc son image n'est pas collinéaire à elle-même dans R2. Mais si on cherche, alors là ça anticipe un petit peu sur la suite, mais si on cherche ses valeurs propres complexes, donc si on écrit son polynôme caractéristique en enlevant moins lambda identité, ça on l'avait vu dans la première vidéo, le polynôme caractéristique il vaut lambda 2 plus 1. Et donc il y a deux valeurs propres complexes qui valent plus ou moins i. Tiens, plus ou moins i, on retrouve une valeur propre qui est le nombre complexe i, et multiplié par le nombre complexe i, c'est la rotation d'angle pi sur 2. C'est pas par hasard. Mais il n'y a pas seulement le nombre complexe i, il y a aussi moins i, puisque les valeurs propres vont par paire complexe conjuguée. Ici, on le voit parce qu'elles sont racines du polynôme caractéristique. Dans la proposition où nous étions, on le démontrera autrement. Si on cherche les sous-espaces propres associés à ces deux valeurs propres, qu'on va noter comme ça, EI et E-I, on les cherche comme si c'était des sous-espaces propres réels, c'est-à-dire qu'on enlève moins i fois l'identité, donc c'est moins, et puis ici on enlève moins i, ça c'est moins i fois la matrice identité de R2, donc ça fait deux matrices de 2 qui vont être de rang 1 puisqu'on a enlevé une valeur propre fois l'identité, et donc le noyau va être de dimension 1. On cherche le noyau il est engendré par un seul vecteur. Quand vous faites le calcul, vous trouvez les 12 espaces propres, ils sont engendrés par ces deux vecteurs. Et ces deux vecteurs propres, on peut les choisir complexe conjugué. Ce n'est pas obligatoire, mais on peut les choisir complexe conjugué. D'accord ? Donc maintenant, je vais aller au slide 34. Alors, attendez, avant d'aller au slide 34, ce petit calcul ici, mais c'est aussi ce qu'on va voir dans la proposition qu'on était en train de regarder, c'est qu'une fois que vous avez un vecteur propre complexe, le deuxième, vous n'avez pas besoin de le calculer. Donc ce calcul-là, il n'est pas nécessaire. Voilà, c'est ce dont j'ai essayé de rendre compte avec mon petit gribouillage ici. Le second vecteur propre, on peut le choisir a priori complexe conjugué du premier, on le verra, on va le voir dans la proposition.
Et donc, c'est l'avantage des valeurs propres complexes. Une fois que vous avez un sous-espace propre, ou une base de vecteurs propres pour une des valeurs propres, une base du sous-espace propre pour une des valeurs propres, ici l'espace propre est de dimension 1, donc il y a un seul vecteur propre, ben, pour la valeur propre complexe conjuguée, vous n'avez pas besoin de refaire ce calcul de noyau. Hein. Vous n'avez pas besoin de le refaire. Donc je barre, celui-là est suffisant. Ok, et on va enfin, pour de bon, à notre slide 34 avec notre figure. Alors là, sur la figure, j'ai rajouté le A bleu. Le A bleu, c'est la transformation associée à la matrice A, mais restreinte à R2. Et puis le A violet, c'est la transformation associée à la matrice A, mais de C2 tout entier. Le A bleu, qui est l'endomorphisme de R2 associé à A, ben, le A bleu, c'est la rotation d'angle pi sur 2 dans R2. Voilà, ce dont j'ai essayé de rendre compte ici en notant A bleu égale rotation d'angle pi sur 2 de R2. Donc, ce A bleu-là, cette transformation-là, on l'a vu, elle n'a pas de vecteur propre dans R2. Et donc, ni de valeur propre d'ailleurs, réelle. En revanche, l'endomorphisme, le A violet, donc l'endomorphisme de C2 associé à A, lui, il a deux valeurs propres complexes conjuguées et les vecteurs propres, V et V bar, complexes conjugués qu'on a calculés. Enfin, ils sont ici en fait, on a noté la matrice P, dont les colonnes sont les vecteurs V et V bar, qu'on a calculé au slide précédent. Voilà. Donc, sur le dessin, vous avez les deux vecteurs propres. C'est une représentation un peu symbolique, hein, bien sûr, puisque c'est une représentation en perspective en dimension 3, alors qu'en fait, la dimension de ces deux, c'est une dimension réelle 4. Quoi. Hein, on a toujours la même chose, on a représenté comme on a pu, au mieux qu'on a pu. Donc on a deux vecteurs propres complexes conjugués, et ici, CV, c'est tous les multiples complexes de V, c'est le sous-espace propre, c'est une droite complexe. Alors elle ressemble à un plan concrètement parce que nous on pense plutôt à un plan réel, mais c'est tous les multiples de V par un nombre complexe, c'est bien une droite complexe, c'est de dimension 1 sur C, c'est un sous-espace vectoriel de dimension 1 de C2. Et puis pareil pour les multiples complexes de V bar. Et vous vous souvenez, ces deux sous-espaces propres, ils sont en somme directe. On l'avait démontré de manière un petit peu formelle dans la deuxième vidéo, la vidéo sur la section 2. Et on revient au slide 20. Bon, la démonstration de cette proposition, elle est extrêmement simple. En fait, c'est plus difficile de comprendre ce que veut dire vraiment cette proposition que de faire la démonstration. La démonstration est très simple. Si lambda est une valeur propre complexe de A, et si x est un vecteur propre, alors un vecteur propre, vous vous souvenez, c'est non nul, et c'est dans C puissance n. Alors on a l'écriture, on peut écrire AX égale lambda x, qui traduit simplement ça, qui traduit le fait que lambda est une valeur propre de A et que x est un vecteur propre pour cette valeur propre. Donc ça nous donne exactement cette égalité-là. Et quand vous prenez le complexe conjugué de cette égalité, donc si ces deux vecteurs sont égaux, en prenant le complexe conjugué de chaque vecteur, ils sont encore égaux. Vous voyez, je l'ai écrit ici en mettant un complexe conjugué qui recouvre tout AX et tout lambda x. Et vous vous souvenez, les complexes conjugués, ça se comporte très très bien avec toutes les opérations. En particulier, le complexe conjugué de la somme, c'est la somme des complexes conjugués. Pareil pour le produit. Donc ça entraîne que A bar x bar égale lambda bar x bar. Et puisque A est un coefficient réel, bah, le complexe conjugué de A, c'est A. Et donc on en déduit cette égalité-là, AX bar égale lambda bar x bar, ce qui veut exactement dire que x bar est un vecteur propre pour la valeur propre lambda bar. Et donc, les sous-espaces propres
associés aux valeurs propres lambda d'une part et lambda bar d'autre part, j'ai écrit conjugués l'un de l'autre. Conjugués l'un de l'autre, c'est-à-dire que on passe de l'un à l'autre par la conjugaison complexe. Ou si on a n'importe quel vecteur de l'un, si on prend le complexe conjugué de ce vecteur, ça fait un vecteur de l'autre. Et ça montre qu'ils ont la même dimension. Et je vous laisse vérifier ce petit point que le fait que les espaces, ces deux espaces soient en correspondance par la conjugaison complète, ça montre effectivement qu'ils ont la même dimension. Ce n'est pas un point absolument évident parce que en fait, la conjugaison complexe, donc l'opération x donne x bar, c'est une bijection de c puissance n, mais ce n'est pas c linéaire, donc ce n'est pas un isomorphisme. Donc on ne peut pas directement dire que c'est un isomorphisme, donc les deux espaces qui sont en correspondance par cet isomorphisme ont la même dimension. Vous voyez, il y a une petite subtilité ici, un peu casse-pied, donc je préfère passer un petit peu ce point sous silence. Je vous laisse le vérifier, que cette bijection, quand même, préserve la dimension, même si ce n'est pas une bijection, c'est linéaire. C'est pas C linéaire, parce que c'est pas linéaire par rapport à la multiplication par un nombre complexe, puisque la multiplication par un nombre complexe va être transformée en la multiplication par son complexe conjugué. Voilà. On n'en dit pas plus, on passe à la suite. Au niveau du sommaire, on a traité ça et ça. On va donc maintenant aux éléments propres invariants. Vous voyez, on va regarder deux caractéristiques, l'invariance par changement de base et l'invariance par transposition. On va à l'invariance par changement de base. Alors ici, on a une proposition dont l'énoncé peut paraître un peu lourd, un peu long. En fait, elle est très très simple à comprendre. Alors, cette proposition, elle porte sur les vecteurs propres de deux matrices conjuguées. Qu'est-ce que ça veut dire, deux matrices conjuguées? Ça veut dire deux matrices A et A' qui sont reliées par une relation de conjugaison. Une relation de conjugaison, c'est une égalité de cette forme-là, dans laquelle, en fait, c'est une formule de changement de base, dans laquelle P, c'est une matrice inversible. Et la proposition va énoncer quelque chose sur les vecteurs propres pour une valeur propre lambda pour ces deux matrices, de A, de A'. Alors, avant de regarder la proposition, on va tout de suite aller regarder la figure qui illustre ce qui se passe. Ce qui se passe est vraiment très très simple. Donc, on va le voir sur la figure. Et revoilà la même figure, c'est toujours la même, qui illustre le point fondamental qui est la diagonalisation par changement de base. Donc ici, si vous voulez, la nouvelle matrice, elle n'est pas notée A', elle est notée D parce qu'elle est diagonale, okay, mais ça va permettre quand même d'illustrer la proposition qu'on était en train de regarder. Alors on avait déjà commenté abondamment cette figure dans la première vidéo sur le chapitre, donc c'est peut-être pas la peine que je m'apesantisse trop longtemps, mais sur cet exemple, on avait deux valeurs propres, moins 2 et 1, que j'ai représenté en rouge et en bleu parce qu'elles correspondent aux directions rouges et aux directions bleues à gauche et à droite. Et vous vous souvenez, la transformation A à gauche et A' ou D à droite, on peut les voir comme en fait deux traductions dans deux systèmes de coordonnées différents d'une seule et même transformation. C'est en fait la même transformation à gauche à droite, c'est le système de coordonnées qui change. Et la transformation qui permet de passer d'un système de coordonnées à l'autre, c'est P de droite à gauche, et du coup, bien sûr, P-1 de gauche à droite. Et le fait d'être un vecteur propre pour une certaine valeur propre, c'est-à-dire le fait d'être transformé par la transformation en un vecteur collinéaire avec un certain facteur multiplicatif, eh ben, c'est une propriété intrinsèque qu'on va retrouver dans les deux traductions, dans les deux systèmes de coordonnées. Et donc c'est normal que le vecteur propre rouge à droite, pour la valeur propre moins 2, et le vecteur propre rouge à gauche pour la même valeur propre moins 2, soit en correspondance
par la correspondance entre les deux systèmes de coordonnées. Et de même pour le vecteur bleu. Voilà. Donc, il faut penser à cette relation qui met en correspondance les vecteurs propres comme le vecteur propre, c'est quelque chose d'intrinsèque, et c'est les coordonnées dans deux systèmes de coordonnées différents du même vecteur propre qui sont en relation par la matrice P. Et on revient au slide 21. Et donc vous voyez ce que nous dit cette proposition, c'est très clair, c'est que si on a deux vecteurs x et x' de k puissance n, donc en fait c'est des vecteurs de coordonnées, quoi, hein, x et x', et si en fait ils sont reliés par la formule de changement de coordonnées pour un vecteur, donc qui représente en fait le même vecteur dans les deux systèmes de coordonnées reliés par la matrice P, par le changement de... Oui, par la matrice P, et bien à ce moment-là, x est vecteur propre pour A pour la valeur propre lambda, si et seulement si x' est vecteur propre pour A' pour la même valeur propre lambda, ce qui est exactement ce qu'on a vu sur la figure qu'on vient de regarder. Donc je vous recommande de prendre le temps nécessaire pour méditer sur cette proposition jusqu'à ce qu'elle devienne parfaitement banale, enfin évidente, au sens où pour vous ce soit vrai parce que vous ne pouvez même pas imaginer que ça puisse être autrement. Ça vaudrait le coup d'essayer d'arriver à ce niveau de compréhension sur cette proposition. Vous pouvez pas imaginer, c'est impossible pour votre cerveau d'imaginer que ça puisse être autrement que ça n'est, comme c'est écrit dans l'énoncé, en vous appuyant sur la figure concrète qu'on vient de regarder. Et la démonstration est extrêmement simple. Pour la démonstration, vous pouvez écrire des équivalences de façon quasiment automatique. Vous partez de AX égale lambda X, et puis vous remplacez X par sa valeur en fonction de X', c'est-à-dire X égale Px', donc ça vous fait APx' égale lambda Px'. Le lambda P ici, vous pouvez le renverser. X égale peut-être Px', je commente un peu, clac, X égale Px', lambda P par linéarité, vous pouvez le transformer en P lambda, et ici, votre égalité, vous multipliez tout par P-1 à gauche, enfin plutôt donc, voilà, plutôt vous multipliez par P-1 à gauche, ça c'est un fois de multiplier, hein, c'est pas un X, et donc vous obtenez P-1 à Px' égale lambda X', P-1 P disparaît ici, et ça, P-1 à P, c'est A'. Oui, j'ai vraiment détaillé, mais si vous vous laissez guider, c'est une démonstration, une vérification automatique. Et là, j'ai mis ce petit commentaire qui consiste à dire que c'est vraiment un énoncé très naturel, puisque vous pouvez voir A et A' comme les deux matrices d'un même endomorphisme F, respectivement dans deux bases différentes, donc respectivement dans des bases B, la base canonique, et B', une autre base. Et du coup, les deux vecteurs grand X et grand X' reliés par l'égalité X égale X', ils représentent les coordonnées d'un même vecteur dans ces deux bases. Une des manières d'interpréter la proposition 5 qu'on vient de voir, c'est de dire que la formule de changement de base pour les coordonnées d'un vecteur, c'est-à-dire la formule les anciennes en fonction des nouvelles, donc la formule X' donne X égale Px', cette formule met en correspondance les vecteurs propres et donc les sous-espaces propres de A' d'un côté au départ et de A à l'arrivée, X. Du coup, c'est l'objet de ce corollaire, nos deux matrices conjuguées A et A', elles ont les mêmes valeurs propres, non seulement les mêmes valeurs propres, mais pour chacune de ces valeurs propres, les mêmes multiplicités géométriques, c'est-à-dire les mêmes dimensions des espaces propres. Pourquoi ? Et bien parce que les espaces propres, les vecteurs propres, donc les espaces propres, sont mis en correspondance par cette transformation, et P, c'est une matrice inversible. Donc cette transformation, c'est une transformation inversible, donc c'est une transformation qui préserve les dimensions, y compris les dimensions des sous-espaces. Donc les sous-espaces propres qui sont images l'un de l'autre, ils ont les mêmes dimensions, donc même multiplicité géométrique. Encore une autre manière de dire tout ça, c'est de dire que valeurs propres et multiplicité géométrique sont des caractéristiques d'une application
d'une transformation linéaire, d'une matrice, plutôt d'une matrice, qui sont invariantes par changement de base. Ce n'est pas le cas des espaces propres, parce que les espaces propres, eux, bien sûr, ils sont transformés. Les coordonnées des vecteurs propres sont transformées par le changement de base. Mais les valeurs propres et leur multiplicité géométrique, ce sont des invariants par changement de base. Cette notion d'invariance par changement de base, invariance par changement de repère, normalement, ça vous parle parce que je crois que vous voyez ça souvent en physique et en mécanique. Autre propriété d'invariance des éléments propres, l'invariance par transposition. Donc là, on va s'intéresser à ce qui relie les éléments propres d'une matrice A et de sa transposée A transpose. Et l'énoncé, c'est la proposition suivante. Et vous voyez que l'invariance, elle est du même type que pour la conjugaison, c'est-à-dire que deux matrices carrées transposées l'une de l'autre, elles ont les mêmes valeurs propres et les mêmes multiplicités géométriques. En revanche, elles n'ont pas les mêmes espaces propres. Le lien entre les espaces propres de A et de sa transposée, on ne va pas le détailler. On a détaillé ce lien dans le cas de la relation de conjugaison dans les slides précédents. On ne va pas le faire dans la relation de transposition. J'ai juste indiqué que ce qui relie les espaces, ils sont reliés quand même ces espaces propres, ils ne sont pas égaux mais ils sont reliés par des relations d'orthogonalité mais qu'on ne va pas détailler. Démonstration de cette proposition, très simple. Le fait qu'un scalaire lambda soit valeur propre de A ou de A transpose est lié au rang de ces deux matrices. Lambda est valeur propre de A si et seulement si cette matrice n'est pas de rang n. Autrement dit, si cette matrice a un noyau qui est de dimension au moins 1. Et si c'est le cas, la multiplicité géométrique, c'est la dimension du noyau, donc c'est n moins le rang. Ce que j'ai écrit ici de façon manuscrite, la multiplicité géométrique de lambda comme valeur propre de A, c'est n, c'est la dimension du noyau de A moins lambda in, donc c'est n moins le rang de A moins lambda in. Pareil pour A transpose. Or, ces deux matrices, elles sont transposées l'une de l'autre. Pourquoi? Parce que la transposée de la différence, c'est la différence des transposées. Donc elles sont transposées l'une. Et la transposée de l'identité, c'est elle-même. Donc ces deux matrices sont transposées l'une de l'autre. Donc elles ont même rang. Elles ont même rang. Parce que vous vous souvenez, elles ont même rang parce que vous vous souvenez, rang des lignes égale rang des colonnes. Donc le rang d'une matrice est égal au rang de sa transposée. Donc ces deux rangs sont égaux, donc n moins ces deux rangs sont égaux, donc les multiplicités géométriques sont égales. Et en même temps, lambda est valeur propre de l'une si et seulement si elle est valeur propre de l'autre, puisque à chaque fois, le fait d'être valeur propre ou pas est lié au fait que le rang de cette matrice pour A et de cette matrice pour A transpose n'est pas égal à n. Retour au sommaire, on a presque terminé cette vidéo puisqu'on a fait ces deux paragraphes et on n'a plus qu'à traiter le cas de ce qui porte la notion de matrice carrée diagonalisable. Dans la section 2, dans la deuxième vidéo, on avait vu ce que c'était qu'un endomorphisme diagonalisable. Du coup, on a une définition toute simple, toute naturelle. Une matrice de M n de K est diagonalisable si et seulement si l'endomorphisme canoniquement associé à la matrice est diagonalisable. Donc la définition 5, c'est la définition d'un endomorphisme diagonalisable qu'on avait vu en section 2. Alors ça, c'est une définition en quelque sorte formelle qui, si on rentre, enfin, vu de loin comme ça, semble ne poser aucun problème. En fait, quand on y regarde de plus près, il y a une petite difficulté ou une nuance à apporter. Et cette difficulté ou cette nuance, c'est la même chose que ce qu'on avait vu dans la définition 8. La définition 8 était la définition des éléments propres d'une matrice carrée. Et qu'est-ce que c'était? Ce problème, cette nuance, c'était... alors, si A était un coefficient complexe, il n'y avait pas de souci. Parce qu'il n'y a qu'un seul endomorphisme associé à A,
c'est un endomorphisme de C puissance n. Donc pas d'ambiguïté sur cette définition de ce que ça veut dire être diagonalisable pour une matrice à coefficient complexe, ils ne sont pas tous réels. En revanche, et c'est le cas le plus important, si A est un coefficient réel, et bien alors, on retrouve la même ambiguïté dans cette définition que dans la définition 8, et l'ambiguïté elle est due au fait qu'on peut associer à A non pas un, mais deux endomorphismes, un de Rn et un de Cn. Et du coup, vous avez deux notions de diagonalisabilité, la diagonalisabilité sur R, qui est la diagonalisabilité de l'endomorphisme de Rn associé à A. Voilà, je l'ai ressouligné en bleu dans le code couleur des figures précédentes, c'était l'endomorphisme bleu. Et puis, la diagonalisabilité de l'endomorphisme de Cn, celui qu'on avait dessiné en violet, associé à A. Dit autrement, une matrice carrée à coefficient réel, elle va être diagonalisable sur R si il y a une base de vecteurs propres de Rn, et diagonalisable sur C s'il y a une base de vecteurs propres de Cn. La première de ces deux conditions entraîne la seconde, mais la réciproque n'est pas vraie. Alors pourquoi la première entraîne la seconde? Parce que si vous êtes diagonalisable sur R, c'est que vous avez une base de Rn constituée de vecteurs propres, donc vous avez n vecteurs dans Rn qui forment une famille libre. Mais ces vecteurs propres, ils ont des coordonnées réelles, mais c'est aussi des vecteurs de C puissance n, puisqu'un réel, c'est aussi un complexe. Et s'ils sont libres, ils sont libres. Donc ils forment aussi une base du C espèce vectoriel C puissance n. Donc, diagonalisable sur R, ça entraîne diagonalisable sur C. C'est la réciproque qui n'est pas vraie, puisque vous pouvez avoir, on le verra dans plein d'exemples, vous pouvez avoir des dimensions propres, des valeurs propres complexes, et donc des directions propres qui sont dans le complexe et qui manquent, du coup, dans le réel pour être diagonalisables sur R. On le verra dans les exemples. Et c'est terminé pour cette vidéo sur la section 3. Merci pour votre attention et bravo pour être arrivé jusqu'au bout.